besoins des personnes souffrant de maladies dégénératives sont avant tout un besoin de sécurité, d'être rassurées. Plus la maladie évolue, plus la communication est de plus en plus difficile, effectivement, avec le résident. Parfois, la communication verbale n'est plus possible, donc on est attentif à la communication non verbale. Les besoins des personnes souffrant de maladies dégénératives sont avant tout un besoin de sécurité, d'être rassurées. Ces pathologies provoquent des crises d'angoisse au début de la maladie, mais qui évoluent tout au long de la maladie, puisque ces personnes se rendent compte au début qu'elles ne peuvent plus comprendre ce qui se passe autour d'eux, parce que la mémoire fait défaut, et donc du coup on ne peut plus, et on n'est plus capable d'analyser ce qui se passe autour de soi. Et donc ça, c'est véritablement anxiogène. Donc vraiment, l'idée est de rassurer ces gens. Si vous avez toujours mal, on essaiera d'aller aux toilettes, d'accord? Venez avec moi. Comment vous avez dormi cette nuit? Je sais pas. Vous savez pas? Vous vous rappelez pas? Je veille notamment avec les équipes à prendre en charge les troubles du comportement, les angoisses, l'agitation, les déambulations. Nous veillons surtout à leur apporter ce confort avec une prise en charge plutôt non médicamenteuse, plutôt que médicamenteuse, parce que les médicaments apportant effectivement, ayant des effets secondaires, on peut parfois accentuer certaines pathologies. Nous avons mis en place notamment des chariots d'activité, avec effectivement des petites activités toutes simples qui sont faciles à mettre en place, rapidement à mettre en place, qui fait que à l'apparition du trouble du comportement, on essaye d'apaiser le résident avec cette prise en charge. L'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te... Oh, voilà, boum! Tenez, regardez, vous en avez plus long là. Là, moi, je suis complètement perdue parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais il suffit de couvrir le petit pot avec du raffia. Nous avons des animatrices qui sont là pour aussi maintenir les acquis un petit peu cognitifs au cours d'animations très simples, mais qui vont permettre d'être encore capable de compter parfois, d'éventuellement d'écrire, de faire des formes géométriques, d'essayer d'exprimer, ne serait-ce qu'oralement, ou un passé, ou des choses qui viennent de vivre. Oui, on fait comme ça. C'est les résidents qui poussent les accompagnants. D'accord. Normalement, il y a une dame qui vend les rouges à lèvres, là. Ah, alors on va dire. Quelle couleur vous voulez, Mme Meignier? Quelle couleur? Il y a ça. Rose, là, sinon. Et si elle veut celui-là, qu'on il est là. D'accord. Mme Meignier, est-ce qu'il vous convient celui-là ou on cherche un autre? Ah ben il est pas mal. Il fera un peu clair. L'ensemble de l'équipe recense les besoins de la personne, directement auprès d'elle, mais aussi auprès de sa famille, et en fonction des centres d'intérêt, des possibilités, des capacités de chaque résident, nous allons mettre en place un projet d'animation individualisé ou collectif qui répondra aux demandes et aux attentes de chacun des résidents. Assis, Pat. Oui. Et regardez, vous levez la baguette, vous lui dites « Elfie, touche !» Ah bah, levez pas trop. Bougez plus. Madame Adéva. Ouais. Tiens, vous lui donnez un friandise? Trop fort. Madame Adéva. Oui. Super. Madame Adéva, vous
On n'a pas pu multiplier le nombre d'intervenants, de professionnels. Donc on a été amené à s'appuyer sur d'autres soutiens et notamment le bénévolat. Mais au quotidien, l'ensemble des équipes, des intervenants, qu'ils soient soignants, qu'ils soient animateurs ou qu'ils soient bénévoles justement, est là pour éveiller ou réveiller les sens et apporter des petits moments de plaisir, de bonheur auprès de l'ensemble des résidents. C'est bon. Les problématiques de ces pathologies cognitives font que nous allons avoir une perte d'autonomie, une dégradation de l'état physique qui va se faire tout au long de la maladie. Il va y avoir un métier qui est très important, la motricienne, qui aujourd'hui fait tout ce qui est motricité, accompagnement à la marche, parce qu'il est très important pour ces personnes d'essayer de maintenir, là aussi, le plus longtemps possible, cette capacité à pouvoir marcher. Et si on ne fait pas marcher les gens régulièrement, ils perdent du coup, là aussi, l'acquis qu'ils ont à la marche. On va aller faire la gymnastique à côté. On va aller faire la gymnastique. Madame Adova, vous venez, on va juste à côté, on prend le café. Ça va? Ça va. Hop là. Allez-y, asseyez-vous en face. 4, 5, 6, 7. Trichez pas. 8. Non, mais plus. 9. Et soufflez. Dans tous les cas, le travail va être ludique, de façon à pouvoir les intéresser et les concentrer le plus longtemps possible. Et puis pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la maladie, qui ont besoin d'une prise en charge particulière, à ce moment-là, je fais du travail individuel. Donc, ça soit pour certains la verticalisation. On a certaines personnes qui sont en fauteuil roulant, donc je les mets debout. D'autres, je les fais marcher. Mais chaque petit morceau de vie qu'on peut leur donner, c'est un moment agréable et voilà, et ça leur permet de vivre avec de la dignité le plus longtemps possible. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand ce gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée. C'est intéressant aussi quand on fait un atelier de pouvoir avoir l'aide-soignante ou l'agent qui va arriver, qui va prendre 5 minutes de son temps et qui va lui aussi participer avec les résidents. Ça permet à tout le monde de voir aussi la personne âgée sous une autre forme. Vous aimez les chats, Mme Fauve? Hein? Je crois, les animaux. C'est quoi ça? C'est les chats. Regardez, regardez. Le plaisir de travailler ici, c'est la communication qu'on peut leur apporter, recréer ce côté familial qu'ils n'ont plus chez eux. Le contact. Le contact, la communication et l'animation aussi qui en fait beaucoup partie. On est un soutien pour eux voilà, aussi, un soutien familial Parce qu'ils que malheureusement, ils ont oublié leur famille. Ils ne les reconnaissent plus. Mais je pense quelque part, ils nous... Et ce contact qu'on a avec eux, on les voit presque tous les jours. Oui. Donc souvent, on a un lien qui se crée avec eux. Et on ne remplace pas leur famille, non, mais on leur apporte quelque chose d'autre, je pense. C'est à moi, ça. Ah oui. Et oui. Le travail d'équipe est très important pour la prise en charge des résidents ayant des troubles neurodégénératifs. Nous avons un travail quotidien par rapport à ça, avec des transmissions tous les jours d'une demi-heure, où il y a tous les métiers, tout le personnel présent sur l'établissement. Oui, mais quand il reste pas,
il dort pas, il reste bien sûr. Samedi, ça allait un peu mieux, donc je l'avais pas nourri. Donc là, c'est suspicion d'épistasis. On discute des soucis que nous rencontrons chez les résidents. Nous essayons tous ensemble de trouver une solution pour améliorer cette prise en charge et ce bien-être du résident. Nous avons sécurisé l'environnement, ce qui permet à la personne de pouvoir aller venir dans les locaux dans lesquels elle va vivre sans danger pour sa part. Et du coup, aussi, ça permet au personnel d'être détendu parce qu'ils savent que les personnes accueillies ne seront pas en danger puisque tout a été sécurisé. Donc ça, c'est très important. Ça permet de ne pas limiter les allées et venues des résidents. Donc déjà, là, on est dans une action qui lutte contre l'angoisse, puisqu'on ne va pas leur interdire d'aller dans un endroit, ce qui peut provoquer l'angoisse. Pourquoi on m'interdit d'aller là? Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Je crois que le CCAS est très attaché, et moi-même, à ce que l'environnement reste le plus possible un lieu de vie, et non pas un lieu de soins. Nous avons, à travers l'animatrice ou des bénévoles qui interviennent dans ce cadre-là, des ateliers que l'on appelle de bien-être. Plutôt que de donner un traitement lourd qui risque ensuite d'endormir la personne, il est préférable que le soignant prenne un temps et accompagne cette personne dans la salle adaptée ou se mette à part dans un lieu pour faire ou un soin de manucure ou simplement un massage des mains ou un massage du visage qui va détendre la personne et dévier cette angoisse. Je vais vous masser un petit peu. Je vais commencer par les mains, les genoux et le visage. Je vais commencer par cette main. Est-ce que la musique vous plaît? Oui? Le toucher, c'est le seul sens qui se dégénère pas avec la vieillesse, qu'on garde jusqu'au bout. Donc du coup, on se sert vraiment de ce sens-là. Le principal plaisir que je trouve dans ce métier, c'est vraiment la relation qui s'instaure avec le résident, la relation de confiance qu'on peut amener au fil du temps et les échanges qui se font, notamment par le regard, par la communication non verbale, le regard, le toucher, les sourires. Tout va bien ? Redites-moi, où est-ce que vous étiez en stage toutes les trois? À l'EHPAD-Le-Moulin, moi, avec Sophie. Oui. l'EHPAD Les Hortensias. Nos étudiants vont systématiquement, au cours de la formation, ils ont au moins un stage dans ce type de structure. Bonjour, Lucie. Bonjour, Tata. Comment allez-vous ce matin? Oh, bien. Voilà. Ça va? Oui, je suis bien. Profitez bien, reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Oui. Les connaître, savoir ce qui peut justement les calmer ou pas, ce qui les intéresse, ce qui permet de les apaiser. Je pense que c'est ça qui permet de calmer la démence. La démence a toujours été abordée au niveau de la formation des professionnels du soin, des infirmiers en particulier, parce que c'est ceux-là que je connais le plus. Peut-être qu'au départ, on était assez sur la symptomatologie, la description de la maladie, comment ça se manifeste. Je pense que depuis un certain nombre d'années, on prend beaucoup plus en compte la personne, je dirais, dans sa globalité. Comment on peut l'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut préserver
ce qui lui reste de facultés, de potentialités. Je pense que c'est une grosse différence. Il y a bien sûr l'EHPAD traditionnel qui est un hébergement définitif, mais avant cela, nous avons l'accueil à la journée, donc ça qui est quelque chose de très important pour les aidants, qui permet, et pour le patient aussi, le résident, puisque ça permet à la fois à l'aidant de se ressourcer pendant une journée, voire 2 jours par semaine, où là il va nous confier son parent pour la journée, et à la fois aussi de soulager l'aidant et de préparer aussi notre institution. Bien leur faire comprendre que l'aidant doit prendre soin de lui, c'est-à-dire essayer de trouver le moyen de se décharger un petit peu, décharger entre guillemets bien sûr, de son malade, ne serait-ce qu'une fois par semaine, et pour cela leur expliquer l'intérêt des accueils de jour. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Par un mariage, finit notre histoire de la bergère et de son petit Savoyard. Bravo! Et Thérèse, tu nous as pas aidé. Thérèse est concentrée. C'est bien, maman. T'étais contente? C'est un lieu, pour moi, c'est un lieu magique où maman, malgré la maladie, la pathologie, a ses repères. Et donc, elle n'est pas coupée du monde social. Elle retrouve des personnes comme elle. Ensemble, ils font des tonnes d'activités. C'est vrai que l'accueil de jour, voilà, c'est nous permettre, nous les aidants, à moins s'épuiser, quoi, et justement pour être plus apte à appréhender ensuite la personne avec cette pathologie qui n'est vraiment pas facile à gérer. Si j'ai un message à faire passer, je crois que vraiment il est d'une part d'accepter de vieillir et de devenir dépendant au travers d'une maladie neurodégénérative ou d'autres pathologies d'ailleurs, chose qui est encore difficile à accepter dans nos sociétés plus européennes, je pense. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment une évolution à faire au niveau de notre société. Ensuite, je crois qu'il faut qu'au niveau de l'image qui est transmise des EHPAD, l'EHPAD n'est pas un lieu fermé, l'EHPAD n'est pas un lieu où on refuse l'entrée des aidants. Au contraire, l'EHPAD se veut un lieu ouvert, se veut un lieu de vie avant tout, et où on va privilégier tout ce qu'il faut pour l'environnement du résident et qu'il puisse au contraire encore vivre à l'EHPAD, mais à travers les personnels intervenants d'extérieur.